Bonsoir. Installez-vous confortablement. Laissez le poids de la journée s'évaporer doucement, comme la brume matinale au lever du soleil. Ce soir, nous n'allons pas simplement nous endormir. Nous allons entreprendre un voyage si vaste qu'il défie le temps et si profond qu'il touche à la question fondamentale de notre existence. Et si tout ce que nous pensions savoir sur nos origines n'était que le dernier chapitre d'une histoire beaucoup plus longue? Et si la Terre, notre berceau, notre unique foyer, n'était en réalité qu'une colonie, une arche, un refuge trouvé après un long exode à travers le silence glacial de l'espace? Fermez les yeux, respirez et laissez-vous porter par cette question. Dans cette conférence, nous allons explorer ensemble cette idée vertigineuse. Nous n'allons pas chercher des preuves, mais des chemins de pensée, des sentiers de rêverie qui nous mèneront peut-être à une compréhension plus paisible de notre place dans l'immensité. Êtes-vous prêt à oublier la Terre pour un instant afin de mieux la retrouver? Avant de larguer les amarres de notre vaisseau imaginaire, il nous faut une carte. Une carte non pas du ciel, mais du temps lui-même. L'esprit humain a du mal à concevoir les échelles cosmiques. Notre histoire écrite ne couvre que quelques milliers d'années, un simple clignement d'œil à l'échelle de la planète. La Terre elle-même a 4,5 milliards d'années. Un gouffre de temps si profond que des civilisations entières auraient pu naître, prospérer et disparaître sans laisser la moindre trace tangible. C'est le cœur de ce que l'on nomme l'hypothèse silurienne. L'idée que des civilisations industrielles aient pu exister sur Terre il y a des centaines de millions d'années. Leurs villes, leurs machines, leurs œuvres, tout aurait été broyé, recyclé par la tectonique des plaques, l'érosion, le cycle incessant de la planète. Alors, si une telle amnésie est possible sur notre propre monde, imaginez à l'échelle de la galaxie. Le paradoxe de Fermi nous chuchote à l'oreille. Où sont-ils tous? L'univers devrait grouiller de vie, mais il est silencieux. Et si la réponse n'était pas ailleurs, mais avant? Et si la vie intelligente était apparue bien avant nous, ailleurs, et que nous en étions la semence, l'écho lointain? C'est dans ce silence, dans cette immensité temporelle, que notre voyage commence. Commençons par le commencement, ou ce que nous pensons être le commencement. Le temps profond. Imaginez une longue, très longue bibliothèque. Chaque livre sur ses étagères infinies représente 1 million d'années. L'histoire entière de l'humanité, de l'invention de l'écriture aux fusées modernes, tiendrait sur la dernière page, du dernier mot, du tout dernier livre de cette bibliothèque. Tout le reste est un silence de papier, des milliards de pages décrivant la lente danse des continents, la montée et la chute des montagnes, l'apparition et l'extinction de créatures que nous ne connaîtrons jamais que par quelques fragments d'os fossilisés. Pensez aux dinosaures. Ils ont régné sur la Terre pendant plus de 150 millions d'années. 150 livres dans notre bibliothèque. L'humanité moderne, l'Homo sapiens, n'existe que depuis 300 000 ans, à peine la moitié d'une seule page. Dans ce vide immense, dans cet océan de temps, l'idée qu'une autre forme d'intelligence ait pu émerger, ici même sur Terre, puis disparaître, n'est pas si absurde. Elle est simplement écrasante. Imaginez une civilisation de reptiles intelligents,
ou d'insectes évolués, construisant des cités de cristal et de chitine il y a 300 millions d'années. Leur structure, même si elles avaient été aussi solides que les nôtres, aurait été pulvérisée, subductée dans le manteau terrestre, transformée en de nouvelles roches. Leur plastique, leurs déchets radioactifs, tout aurait eu le temps de se décomposer, de se diluer, jusqu'à devenir indétectable. Un simple murmure dans le bruit de fond géologique de la planète. Accepter cette idée, c'est accepter que notre planète est un palimpseste, un manuscrit sur lequel on a écrit et effacé d'innombrables fois. Et nous ne sommes que la dernière phrase écrite, ignorant tout des poèmes et des tragédies qui ont rempli les pages avant nous. C'est une pensée qui invite à l'humilité et à une forme de paix. Notre importance est relative. Notre passage est éphémère. Nous sommes une note dans une symphonie qui a commencé bien avant nous et qui continuera bien après. Laissez cette échelle de temps vous envelopper comme une couverture chaude et lourde et sentez vos propres soucis devenir plus petits, plus lointains, perdus dans l'immensité des âges. Ce silence de l'univers, cette apparente solitude, a un nom, le paradoxe de Fermi. Il pose une question simple et troublante. Si la galaxie est si vaste et si vieille, remplie de milliards d'étoiles et de planètes potentiellement habitables, pourquoi n'avons-nous jamais reçu de visite, de signal, ni même trouvé la moindre trace d'une autre civilisation? Il y a de nombreuses réponses possibles, certaines effrayantes, d'autres plus mélancoliques. Mais pour notre voyage de ce soir, nous allons en choisir une qui est douce et poétique. Et si le silence n'était pas un signe d'absence, mais un signe de distance, pas seulement une distance dans l'espace, mais dans le temps. Imaginez que les civilisations naissent et meurent dans la galaxie, comme des feux de camp dans une immense forêt obscure, durant une longue nuit. Chacun s'allume pour un temps, brille, puis s'éteint. Il est très rare que deux feux soient allumés en même temps et assez proches pour que l'un puisse voir la lueur de l'autre. L'humanité vient peut-être d'allumer sa petite allumette. Nous crions dans le noir, mais les autres feux se sont éteints il y a des millions d'années, ou ne s'allumeront que dans des millions d'années. Notre hypothèse pour ce soir est une variation de cette idée. Et si l'un de ces feux, un feu très ancien, avant de s'éteindre, avait envoyé une étincelle, une seule braise, protégée du froid du vide, voyageant pendant des éons, pour finalement atterrir sur une brindille accueillante, notre jeune Terre. Nous ne serions alors pas seuls, nous serions les descendants de quelqu'un d'autre. Le silence de l'univers ne serait plus celui d'une maison vide, mais celui d'une maison où les parents sont partis depuis longtemps, nous laissant seuls avec leurs souvenirs encodés en nous. Cette perspective change tout. La question n'est plus où sont-ils, mais qui étions-nous? L'exploration spatiale ne serait plus une quête de rencontre, mais une quête de mémoire, un pèlerinage vers un foyer oublié. Le silence devient alors une toile de fond pour notre propre histoire, une page blanche sur laquelle notre passé est peut-être écrit à l'encre invisible. En pensant à cela, le silence devient moins oppressant, plus introspectif. C'est le silence d'une bibliothèque, après la fermeture, où tous les savoirs du monde attendent paisiblement d'être redécouverts. Maintenant,
portons notre attention sur la Terre elle-même et sur cette idée déroutante que nous ne serions peut-être pas ses premiers enfants intelligents. L'hypothèse silurienne, nommée d'après une ancienne race de reptiles dans la série télévisée Doctor Who, est une expérience de pensée fascinante. Elle nous demande si une civilisation industrielle avait existé il y a, disons, 60 millions d'années, pendant l'ère des dinosaures, quelle trace en resterait-il aujourd'hui? La réponse est presque aucune. Pensez à nos propres villes. Si l'humanité disparaissait demain, en quelques milliers d'années, la nature reprendrait ses droits. En quelques millions d'années, les forces de l'érosion et de la tectonique des plaques auraient réduit nos plus grandes métropoles en une simple strate sédimentaire, une fine couche de roches inhabituelle. Nos squelettes, fossilisés, mais si rares qu'il faudrait une chance incroyable pour en trouver un. Imaginez des êtres qui n'auraient pas eu d'os, des créatures à corps mou, ou dont la biologie n'aurait pas favorisé la fossilisation. Ils auraient pu construire des empires et ne laisser derrière eux que le plus subtil des indices. Peut-être une anomalie isotopique dans une carotte de glace, témoignant d'une pollution ancienne, peut-être des sphères de plastique dégradées et enfouies si profondément qu'elles ressemblent à des concrétions naturelles. L'hypothèse nous force à regarder notre planète différemment. Chaque couche de roche sous nos pieds n'est pas seulement un enregistrement de la vie passée, mais peut-être aussi un cimetière de civilisations oubliées. Le Grand Canyon ne serait pas seulement l'œuvre de l'eau, mais une autopsie du temps, révélant des chapitres d'une histoire que nous n'avons même pas l'imagination de concevoir. Cette idée a quelque chose de profondément apaisant. Elle nous connecte à un cycle beaucoup plus vaste. Nous ne sommes pas une anomalie, un accident unique. Nous sommes peut-être simplement la dernière vague d'une marée de conscience qui monte et qui descend sur les rivages du temps. Notre arrogance technologique, notre sentiment d'être le pinacle de l'évolution, tout cela s'effondre face à la possibilité que d'autres, avant nous, aient atteint les mêmes sommets, pour ensuite retourner à la poussière. Alors que vous vous enfoncez dans le sommeil, imaginez ces mondes perdus sous vos pieds, des cités silencieuses, enfouies dans les profondeurs de la terre, dont les rêves se sont depuis longtemps transformés en pétrole et en charbon. L'énergie que nous utilisons aujourd'hui pourrait être l'héritage spectral d'une intelligence qui nous a précédés. La fragilité de la preuve, c'est une notion clé pour comprendre pourquoi cette idée d'un passé extraterrestre reste une douce rêverie et non une science établie. Nous sommes des créatures qui avons besoin de voir pour croire, de toucher pour être sûrs. Mais comment toucher une chose qui a disparu il y a des centaines de millions, voire des milliards d'années? La planète Terre est une formidable machine à effacer. Pensez à un parchemin. Chaque jour, un moine grade la surface pour effacer le texte de la veille et en écrire un nouveau. Après des milliers de cycles, il ne reste que des traces infinitésimales des premiers écrits. La Terre fait de même. La pluie, le vent, la glace sont les grattoirs. Les volcans et les plaques tectoniques sont le feu qui consume le parchemin et en crée un nouveau. Si nos ancêtres cosmiques étaient arrivés sur une Terre primitive, il y a, disons, 2 milliards d'années, quand la vie n'était qu'une soupe de bactéries, qu'auraient-ils pu laisser derrière eux
qui aurait survécu, un monolithe d'un matériau indestructible. Même le diamant finit par s'éroder. Une sonde en orbite. Son orbite se serait dégradée en quelques millions d'années, la faisant s'écraser et brûler dans l'atmosphère. Un message encodé dans notre propre ADN. C'est une idée séduisante, mais l'ADN est une molécule instable, constamment soumise à des mutations, des erreurs de copie, des réécritures par des virus. Un tel message aurait été corrompu au-delà de toute reconnaissance. Alors, que reste-t-il ? Il ne reste que l'absence de preuves. Et comme le dit l'adage, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Cela crée un espace pour l'imagination, pour le doute, pour le rêve. C'est dans cet espace que nous flottons ce soir. Nous acceptons que nous ne saurons peut-être jamais. Et cette incertitude n'est pas une source d'angoisse, mais de liberté. Elle nous libère du besoin de certitude. Elle nous permet d'envisager les possibilités les plus folles, non pas comme des vérités, mais comme des poèmes. L'histoire de notre origine cosmique est peut-être un poème dont nous avons oublié les vers. Et tout ce qu'il nous reste, c'est le sentiment, la mélodie lointaine. Alors, ne cherchons pas de preuves. Laissons simplement la mélodie nous bercer. Laissons la fragilité des choses nous rappeler que tout passe, que tout est impermanent, et que le plus beau des héritages n'est peut-être pas une pyramide de pierre, mais une question murmurée d'une génération à l'autre. Élargissons maintenant notre perspective. Quittons la Terre et même l'idée d'une civilisation antérieure pour contempler une théorie encore plus vaste, la panspermie. Ce mot, qui semble complexe, cache une idée d'une simplicité et d'une beauté profonde. Pan signifie tout et spermia signifie semence. La panspermie, c'est l'idée que les graines de la vie sont partout dans l'univers et qu'elles voyagent d'un monde à l'autre. Comment ? Imaginez un impact d'astéroïdes sur une planète luxuriante, habitée. L'explosion est si puissante qu'elle arrache des fragments de roches et les projette dans l'espace. À l'intérieur de ces roches, piégées dans de petites fissures, se trouvent des bactéries, des micro-organismes capables de survivre au vide, au froid et aux radiations, en entrant dans un état de dormance profonde. Ces roches deviennent des arches de Noé microscopiques, dérivant dans le silence interstellaire pendant des milliers, des millions d'années. Un jour, l'une de ces roches est capturée par la gravité d'une autre planète, une planète jeune, stérile, mais accueillante, avec de l'eau liquide et une atmosphère. La roche s'écrase, libérant ses passagers endormis. Ils se réveillent et commencent à se multiplier. La vie a été transplantée. Selon cette théorie, la vie sur Terre n'est peut-être pas née. Ici, nous serions tous des plus petites bactéries aux plus grandes baleines, les descendants d'immigrants. Des immigrants venus de Mars, peut-être, ou de Vénus, ou même d'un système solaire complètement différent. Cette idée ne résout pas le mystère de l'origine première de la vie. Elle ne fait que le repousser plus loin. Mais elle change radicalement notre perception de nous-mêmes. Si la panspermie est vraie, alors la vie n'est pas un miracle isolé, confiné à notre petite planète bleue. C'est un phénomène cosmique. L'univers ne serait pas un désert stérile, parsemé de quelques rares oasis, mais une forêt fertile dont les graines sont constamment dispersées par le vent solaire. Chaque planète est un jardin potentiel. Cette vision est profondément réconfortante
Elle signifie que nous sommes connectés, au sens le plus littéral du terme, à tout le reste de l'univers. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, tout a été forgé au cœur d'étoiles mortes depuis longtemps. Mais peut-être que l'étincelle même de notre vie, notre code génétique, a lui aussi fait un long voyage. Nous sommes peut-être de la poussière d'étoiles, animés par une graine d'étoile. Laissez cette pensée infuser votre esprit. Vous n'êtes pas séparé de l'univers que vous observez. Vous en êtes une partie. Une partie qui a voyagé, qui s'est transformée et qui, pour un bref instant, a pris conscience d'elle-même. Maintenant que nous avons planté la graine de la panspermie, tournons notre vaisseau imaginaire vers notre plus proche voisine, la planète rouge, Mars. Aujourd'hui, Mars est un monde de silence et de poussière, un désert glacé, balayé par des vents ténus, sous un ciel rose pâle. Ses pôles sont coiffés de glace, et sa surface est rouillée, littéralement. C'est un monde qui semble mort, un fantôme de planète. Mais les robots que nous y avons envoyés, nos courageux petits explorateurs géologues, nous racontent une autre histoire. Une histoire écrite dans la roche. Ils ont trouvé des lits de rivières asséchées, des deltas de fleuves anciens, des minéraux qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide. Il y a des milliards d'années, Mars était un monde différent. Un monde avec une atmosphère plus épaisse, un ciel bleu, des nuages et de l'eau. De l'eau liquide qui coulait en rivière, formait des lacs et peut-être même un vaste océan dans son hémisphère nord. Mars avait tous les ingrédients nécessaires à la vie telle que nous la connaissons. Et elle les a eus bien avant la Terre. La vie aurait donc pu y apparaître des centaines de millions d'années avant de poindre sur notre planète. Imaginez ce monde, une Mars jeune et bleue, avec des continents ocres et des étendues d'eau scintillantes. Peut-être que la vie n'y a jamais dépassé le stade de simples bactéries, mais peut-être qu'elle a eu le temps d'évoluer. Et si c'était elle, la première maison? Et si, alors que Mars perdait lentement son atmosphère, que son eau gelait ou s'évaporait dans l'espace, un impact d'astéroïdes avait projeté des fragments de vie martienne vers la Terre, alors jeune et pleine de promesses? Nous serions alors tous des Martiens. Cette idée, autrefois pure science-fiction, est aujourd'hui considérée comme une possibilité sérieuse par de nombreux scientifiques. Nous cherchons des traces de vie fossile sur Mars, non seulement pour savoir si nous sommes seuls, mais aussi pour savoir si nous cherchons nos plus lointains ancêtres. Pensez-y, lorsque vous regardez ce point rouge dans le ciel nocturne, vous ne regardez peut-être pas une autre planète. Vous regardez peut-être le berceau abandonné de la vie terrestre, un cimetière familial. Cette pensée est empreinte d'une douce mélancolie. Elle nous relie à ce monde froid et lointain d'une manière intime. Mars n'est plus une étrangère, mais une aïeule, endormie. Et notre exploration de Mars devient une quête de nos propres racines, un acte de mémoire planétaire. De la voisine rouge et froide, laissons notre esprit dériver vers l'autre côté, vers la voisine brillante et chaude, Vénus. Vénus est souvent appelée la sœur jumelle de la Terre. Elle a presque la même taille, la même masse, la même composition. Mais c'est une jumelle infernale. Sa surface est un four, avec des températures capables de faire fondre le plomb.
Sa pression atmosphérique est écrasante, 90 fois celle de la Terre, l'équivalent d'être à 1 kilomètre de profondeur dans l'océan. Et son atmosphère est composée d'acide sulfurique et de dioxyde de carbone. C'est un véritable enfer. Pourtant, les modèles climatiques suggèrent que cela n'a pas toujours été le cas. Il y a des milliards d'années, Vénus aurait pu être le véritable jumeau de la Terre, un monde paradisiaque, avec des océans d'eau liquide, des continents et des températures clémentes. Un monde peut-être encore plus propice à la vie que la Terre primitive. Que s'est-il passé? Vénus est une mise en garde. Elle a subi un effet de serre galopant. Étant un peu plus proche du Soleil, l'eau de ces océans a commencé à s'évaporer. La vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre, ce qui a fait augmenter encore plus la température, ce qui a fait s'évaporer encore plus d'eau. Un cercle vicieux s'est enclenché jusqu'à ce que tous les océans se soient évaporés, que le dioxyde de carbone, piégé dans les roches, soit libéré, créant cette atmosphère épaisse et étouffante. Vénus est un paradis perdu, un jardin d'Éden qui a brûlé. Alors, la question se pose, avec une douce insistance. Et si la vie, et peut-être même une forme d'humanité primitive, était née là-bas, dans ce paradis? Imaginez une civilisation vénusienne naissant sous un soleil doux et au bord d'océans tièdes. Une civilisation qui aurait vu, avec une lente et inexorable horreur, son monde devenir de plus en plus chaud. Aurait-il compris ce qui se passait? Aurait-il cherché un moyen de s'échapper? Aurait-il regardé le ciel et vu un point bleu et blanc, une planète voisine, une promesse de salut? Peut-être que le voyage n'a pas été un exode planifié, mais un simple acte de pense-permis, comme pour Mars. Un astéroïde frappant une Vénus mourante et envoyant des spores de vie vers la Terre. Ou peut-être, dans une version plus audacieuse de notre rêve, un petit groupe de survivants a réussi à faire le voyage, à traverser le vide, pour trouver refuge ici, oubliant leur passé dans le traumatisme de la perte et la difficulté de la survie. Vénus, cet astre brillant que nous appelons l'étoile du berger, serait alors une pierre tombale, le monument d'un monde qui fut et un avertissement pour le nôtre. En la regardant briller dans le crépuscule, nous pouvons sentir une étrange connexion, une tristesse pour un monde que nous n'avons jamais connu, mais qui fait peut-être partie de notre histoire la plus profonde et la plus secrète. Laissons maintenant le système solaire intérieur derrière nous et voyageons plus loin, vers le royaume des géants, Jupiter, Saturne, des mondes de gaz et de tempêtes, sans surface solide sur laquelle se poser. Mais ce ne sont pas ces planètes qui nous intéressent ce soir, mais leurs lunes, des dizaines et des dizaines de lunes, chacune un monde en soi. Et parmi elles, certaines sont particulièrement intrigantes. Prenons Europe, une lune de Jupiter. Sa surface est une coquille de glace d'eau, lisse et craquelée, comme la banquise de nos pôles. Mais sous cette glace, les scientifiques sont presque certains qu'il y a un océan d'eau liquide, global, qui pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Un océan maintenu liquide par la chaleur générée par les forces de marée de la géante Jupiter. Cet océan est dans le noir complet, sous des kilomètres de glace. Mais au fond, il pourrait y avoir des cheminées hydrothermales,
comme celle que nous avons sur Terre. Et sur Terre, ces cheminées grouillent de vie, une vie qui n'a pas besoin de la lumière du soleil, mais qui tire son énergie de la chimie de la Terre elle-même. La vie pourrait-elle exister dans l'océan d'Europe ? C'est l'un des plus grands espoirs de l'astrobiologie. Maintenant, imaginons plus loin. Et si la vie n'était pas née sur Terre, mais sur une planète bien plus ancienne, dans un autre système solaire ? Et si nos ancêtres, face à la mort de leur étoile, avaient cherché un moyen de préserver leur héritage, ils n'auraient peut-être pas pu envoyer des vaisseaux, mais ils auraient pu envoyer la vie elle-même. Ils auraient pu ensemencer la galaxie en envoyant des sondes contenant des micro-organismes ou même des embryons cryogénisés vers des mondes prometteurs. Ces mondes n'étaient peut-être pas encore prêts. La Terre était peut-être encore une boule de magma, mais des lunes comme Europe ou Encelade, une lune de Saturne qui possède aussi un océan souterrain, auraient pu être des refuges parfaits, des incubateurs. La vie aurait pu être stockée dans ces océans sombres et protégée, attendant patiemment, pendant des milliards d'années, que des planètes comme la Terre deviennent habitables. Ensuite, un simple mécanisme, un impact de comète par exemple, aurait pu transférer cette vie de la Lune vers la planète. Dans ce scénario, ces lunes glacées ne sont pas seulement des lieux où la vie pourrait exister. Elles sont des coffres-forts, des banques de graines cosmiques. Elles sont la mémoire de la galaxie, gelée sous une couche de glace protectrice. Et lorsque nous y enverrons des sondes pour percer la glace et explorer ces océans, nous ne serons peut-être pas en train de chercher des extraterrestres. Nous serons peut-être en train de chercher la version originale de notre propre logiciel biologique. Notre voyage nous emmène maintenant au-delà des frontières de notre propre famille solaire. Loin, très loin, dans le grand vide qui sépare les étoiles. Pendant des siècles, les autres étoiles n'étaient que des points de lumière. Nous ne savions pas si elles avaient des planètes. Nous l'espérions, nous le supposions, mais nous n'en avions aucune preuve. Tout a changé avec des télescopes spatiaux comme Kepler et TESS. Ces chasseurs de planètes infatigables ont fixé des centaines de milliers d'étoiles, attendant patiemment de voir leur lumière baisser d'une fraction infime. Cette petite baisse de luminosité, c'est le signe qu'une planète passe devant son étoile, une mini-éclipse que l'on appelle un transit. Grâce à cette méthode, et à d'autres, nous avons découvert des milliers de planètes en dehors de notre système solaire, des exoplanètes. Ce n'est plus de la spéculation. Nous savons maintenant que l'univers est rempli de planètes. La plupart des étoiles ont probablement des planètes. Statistiquement, il y a des milliards de planètes, rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, des géantes gazeuses plus grandes que Jupiter, des mondes de lave en fusion, des planètes glacées, errant seules dans le noir. Et puis, il y a celles qui nous intéressent le plus, les planètes rocheuses de la taille de la Terre, situées dans la zone habitable de leur étoile. C'est la région ni trop chaude, ni trop froide, où l'eau liquide peut exister à la surface. On les appelle parfois les Goldilocks Planets, les planètes boucles d'or. Chaque découverte d'une telle planète est un battement de cœur pour l'humanité. Kepler 452b, TRAPPIST 1U, Proxima Centauri b, ces noms, froids et techniques,
désignent des mondes qui pourraient être des cousins, des frères ou même des ancêtres de notre Terre. La découverte de ces exoplanètes a transformé une question philosophique en un projet scientifique. La recherche d'une première maison n'est plus un simple rêve, c'est une quête observationnelle. Nous apprenons à analyser la lumière qui traverse l'atmosphère de ces planètes lointaines pour y déceler la signature chimique de la vie. Oxygène, méthane, vapeur d'eau. Imaginez, dans les décennies à venir, nous pourrions pointer un télescope vers un point de lumière distant de dizaines d'années-lumière et dire « Ici, il y a des nuages. Ici, il y a des océans. Ici, il y a peut-être de la vie. Et si nous trouvons un tel monde, une Terre 2,0, comment ne pas se demander, sommes-nous les premiers à la voir ou les derniers à l'avoir quittée ? Parmi la ménagerie de mondes que nous avons découvert, il y a une catégorie particulièrement fascinante, les super-terres. Ce sont des planètes rocheuses, plus massives que la Terre, jusqu'à 10 fois sa masse. Pendant longtemps, on a pensé que la Terre représentait la taille idéale pour la vie. Mais de plus en plus de scientifiques suggèrent que ces super-terres pourraient être encore plus habitables que notre propre planète. Pourquoi ? Leur plus grande masse signifie une gravité plus forte. Cela leur permet de retenir une atmosphère plus épaisse, offrant une meilleure protection contre les radiations cosmiques et les impacts d'astéroïdes. Leur noyau interne resterait en fusion plus longtemps, générant un champ magnétique puissant qui protège également l'atmosphère du vent solaire. Et leur tectonique des plaques, le moteur qui recycle les matériaux et régule le climat, pourrait être beaucoup plus active et stable que sur Terre. Imaginez une de ces planètes, une super-Terre, un monde avec des continents vastes et anciens, des montagnes qui défient les nuages et des océans si profonds qu'ils pourraient cacher des mystères insondables. En raison de la gravité plus forte, la topographie serait peut-être plus douce, moins escarpée. Les arbres, s'il y en avait, seraient-ils plus trapus et plus solides ? Les créatures volantes auraient un besoin d'ailes immenses pour s'arracher à l'attraction de la planète. Et si nos ancêtres venaient d'un tel monde, s'ils avaient évolué sur une planète où la gravité était, disons, 1,5 fois celle de la Terre, cela pourrait expliquer certaines choses étranges sur notre propre biologie. Pourquoi nos dos sont-ils si fragiles ? Pourquoi avons-nous tant de mal à nous tenir debout pendant de longues périodes ? Pourquoi les astronautes perdent-ils de la masse osseuse si rapidement dans l'espace ? Peut-être que notre corps n'est pas parfaitement adapté à la gravité terrestre. Peut-être qu'il est encore calibré pour un monde plus lourd. Nous serions comme des marins qui ont le mal de terre. Nous nous serions adaptés, bien sûr, mais au fond de notre structure osseuse, dans la mémoire de nos muscles, il y aurait la nostalgie d'une attraction plus forte, d'un sentiment de sécurité que seule une planète mère plus massive pourrait offrir. C'est une pensée étrange et pourtant réconfortante. Nos maux de dos ne seraient pas une faiblesse, mais un héritage, un souvenir physique d'une autre maison, une maison où nous étions plus forts, plus enracinés, plus à notre place, et notre désir de nous allonger, de nous reposer, de nous abandonner au sommeil, serait peut-être un réflexe ancestral, une tentative de retrouver la pression rassurante d'un monde perdu.
Focalisons notre attention sur un système en particulier, une petite merveille située à 40 années-lumière de nous, dans la constellation du Verseau. Il s'appelle TRAPPIST-1. C'est une étoile naine rouge, beaucoup plus petite et plus froide que notre Soleil. Et autour de cette petite étoile tranquille, nous avons découvert non pas une, non pas deux, mais 7 planètes de la taille de la Terre. 7 sœurs rocheuses, tournant très près de leur soleil de poche. Imaginez le spectacle. Si vous étiez sur l'une de ces planètes, les autres apparaîtraient dans le ciel, non pas comme des points, mais comme des croissants, des disques, aussi grands que notre Lune, voire plus. Le ciel de jour serait un ballet planétaire constant. 3 de ces planètes, TRAPPIST 1, E, F et G, sont situées en plein cœur de la zone habitable. Elles pourraient avoir de l'eau liquide. Elles sont si proches les unes des autres qu'il est concevable que la vie, si elle est apparue sur l'une, ait pu facilement voyager vers les autres, transportée par des météorites. Le système TRAPPIST-1 pourrait être un archipel de vie. Alors, laissons notre imagination nous y transporter. Choisissons la planète E, la plus prometteuse. Comme l'étoile est une naine rouge, la lumière qu'elle émet est principalement dans l'infrarouge. Le ciel ne serait pas bleu, mais plutôt d'une couleur saumon, orange, ou peut-être même d'un violet profond. La lumière serait toujours douce, comme un crépuscule éternel. Les plantes, pour faire la photosynthèse, n'auraient pas besoin d'être vertes. Elles pourraient être noires ou d'un rouge très sombre pour absorber le plus de lumière possible. Imaginez une forêt de fougères noires sous un ciel orangé avec 2 lunes géantes qui se lèvent à l'horizon. Et si c'était ça, la maison originelle? Si l'humanité était née dans ce crépuscule permanent, cela pourrait expliquer notre amour instinctif pour les couchers de soleil. Ce ne serait pas seulement une appréciation esthétique, mais une réminiscence profonde, le souvenir de la lumière de notre vrai soleil. Notre rythme circadien, réglé sur 24 heures, serait peut-être un héritage d'un autre monde. Peut-être que sur notre planète d'origine, le jour durait 24 heures. Sur les planètes de TRAPPIST-1, qui sont en rotation synchrone, un côté fait toujours face à l'étoile. La vie aurait pu évoluer dans la zone du Terminateur, cette bande de crépuscules permanents entre le jour éternel et la nuit éternelle, un monde de pénombre et de tranquillité, un monde parfait pour le repos et le rêve. Peut-être que notre besoin de sommeil, notre désir de nous retirer dans l'obscurité, est un écho de cette vie au bord de la nuit. Élargissons encore notre champ de vision au-delà des systèmes solaires individuels pour contempler la galaxie dans son ensemble. Tout comme une planète a une zone habitable autour de son étoile, la galaxie elle-même a une zone galactique habitable. C'est une région en forme d'anneau, ni trop près du centre, ni trop loin sur les bords. Le centre de la galaxie est un endroit dangereux. Il y a un trou noir supermassif, Sagittarius A étoile, dont la gravité perturbe tout ce qui l'approche. La densité d'étoiles est très élevée, ce qui augmente le risque d'explosion de supernovas proches, qui peuvent stériliser des planètes entières avec leur radiation mortelle. La vie aurait du mal à s'y développer en toute sécurité. À l'inverse, les régions extérieures de la galaxie sont plus calmes, mais peut-être trop. Elles sont pauvres en éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène, le fer
qui sont essentiels à la formation de planètes rocheuses et à la chimie de la vie. Ces éléments sont forgés dans les étoiles massives et dispersés par les supernovas. Ils sont donc plus rares, loin du centre. La zone galactique habitable est donc un juste milieu, un quartier de banlieue cosmique, assez calme pour la sécurité, mais assez riche en matériaux pour construire des mondes et la vie. Notre système solaire se trouve en plein dans cette zone. C'est peut-être pour cela que nous sommes là. Mais cette zone n'est pas statique. Elle évolue avec le temps. Il y a des milliards d'années, elle était peut-être plus petite et plus proche du centre. Et si l'humanité, ou ses ancêtres, étaient nés sur une planète dans cette zone habitable primitive, une planète tournant autour d'une étoile beaucoup plus vieille que notre Soleil, cette civilisation aurait pu prospérer pendant des centaines de millions d'années, mais elle aurait su que son temps était compté. Les étoiles de cette région vieillissaient, le risque de supernova augmentait. Ils auraient peut-être vu la zone habitable se déplacer lentement vers l'extérieur de la galaxie, comme une vague de potentialité. Leur exode vers la Terre n'aurait donc pas été une fuite suite à une catastrophe, mais une migration planifiée et visionnaire, une migration de pionniers, se déplaçant avec la vague de la vie vers des territoires plus jeunes, plus sûrs, plus prometteurs. Ils auraient choisi notre Soleil, une jeune étoile stable, dans un bras, spirale tranquille, et notre Terre, une planète neuve et pleine de potentiel. Ils seraient venus ici, non pas comme des réfugiés, mais comme des jardiniers cosmiques, plantant la graine de la conscience dans un nouveau sol fertile. Dans cette vision, nous ne sommes pas des orphelins, mais des héritiers, les héritiers d'une décision prise il y a des éons, par des êtres d'une sagesse et d'une prévoyance inimaginable. Et notre devoir, peut-être, est simplement de prendre soin de ce jardin en attendant que la vague continue sa course. Le voyage entre les étoiles, c'est le plus grand défi, le mur qui se dresse entre notre rêve et la réalité. Les distances sont tout simplement stupéfiantes. L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à plus de 4 années-lumière. Cela signifie que même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, ce qui est physiquement impossible pour nous, il nous faudrait plus de 4 ans pour y arriver. Avec nos technologies actuelles, il faudrait des dizaines de milliers d'années. Comment nos ancêtres auraient-ils pu faire un tel voyage ? Oublions les vaisseaux qui sautent dans l'hyperespace. C'est de la science-fiction. Pensons à des solutions plus lentes, plus organiques, plus poétiques. L'une d'elles est l'arche de génération, un vaisseau immense, un monde en soi, contenant un écosystème complet. Il voyagerait lentement, très lentement, à une fraction de la vitesse de la lumière. Le voyage durerait des siècles, des millénaires. Les gens qui arriveraient à destination ne seraient pas ceux qui sont partis. Ce seraient leurs descendants, à la 100e ou à la 1000e génération. Imaginez la vie à bord d'une telle arche. Une société entière née, vivante et mourant dans un monde clos, avec pour seule vue, à travers les hublots, la lente dérive des étoiles. Leur culture, leur religion, leur philosophie seraient entièrement façonnées par ce voyage. La destination, cette terre promise, deviendrait un mythe, une légende. Peut-être qu'avec le temps, ils oublieraient même qu'ils sont dans un vaisseau. L'univers à l'intérieur de l'arche
deviendrait leur seule réalité. S'ils arrivaient enfin et réussissaient à s'établir sur Terre, leur histoire passée pourrait se transformer en mythe religieux. Le voyage dans un vaisseau deviendrait la traversée du désert. Le vaisseau lui-même deviendrait un dieu ou un paradis perdu. Le souvenir de leur monde d'origine se mêlerait aux légendes de la création. Une autre possibilité est l'hibernation, des voyageurs endormis, protégés dans des capsules, leur métabolisme ralenti presque à zéro. Ils dormiraient pendant des milliers d'années, tandis que des intelligences artificielles veilleraient sur le vaisseau. Ils ne vivraient pas le voyage. Ils se coucheraient sur une planète et se réveilleraient sur une autre, comme après une longue nuit de sommeil. Mais imaginez le réveil, le choc de voir un nouveau soleil, un nouveau ciel, le deuil de tout ce qui a été laissé derrière, figé dans un passé inaccessible. Cet exode ne serait pas une aventure, mais un arrachement. Quel qu'ait été le moyen, un tel voyage aurait laissé une cicatrice profonde dans la psyché collective de l'humanité, un sentiment d'être un étranger, un exilé, un désir ardent et inexplicable de rentrer à la maison, même sans savoir où se trouve cette maison. Dans le débat sur le paradoxe de Fermi, il existe un concept sombre et fascinant appelé le grand filtre. C'est l'idée qu'il existe une ou plusieurs barrières évolutives extrêmement difficiles, voire impossibles, à franchir pour une civilisation. Si une civilisation ne passe pas ce filtre, elle s'éteint. Ce filtre pourrait être l'apparition de la vie elle-même, ou le passage de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire, ou l'émergence de l'intelligence, ou bien, et c'est la version la plus inquiétante, le filtre est devant nous. C'est le moment où une civilisation développe une technologie capable de s'autodétruire, comme les armes nucléaires ou une intelligence artificielle non contrôlée. Dans ce cas, cela expliquerait pourquoi nous ne voyons personne. Aucune civilisation ne survit assez longtemps pour maîtriser le voyage interstellaire. Mais notre hypothèse de ce soir propose une alternative plus optimiste. Et si, pour l'humanité, le grand filtre était derrière nous? Et si nos lointains ancêtres, sur leur planète d'origine, avaient été confrontés à ce filtre et l'avaient surmonté? Imaginez une civilisation au bord de l'autodestruction. Une planète ravagée par la guerre, la pollution, le changement climatique. Un monde au bord de l'effondrement. Mais au lieu de succomber, une petite fraction de cette civilisation a réussi à s'unir. Ils ont mis de côté leurs différences, ont rassemblé toutes leurs connaissances et leurs ressources, et se sont lancés dans un projet fou. Quitter leur monde mourant. L'exode vers la Terre ne serait pas un acte d'exploration, mais un acte de survie ultime. Un sauvetage. Ils auraient franchi le grand filtre. Ils auraient prouvé qu'il est possible de survivre à sa propre folie technologique. Mais à quel prix? Ils auraient tout laissé derrière eux. Leur histoire, leur culture, leurs milliards de frères et sœurs. Ils seraient les seuls survivants d'un naufrage planétaire. Arrivés sur Terre, ils auraient peut-être pris une décision radicale. Pour éviter de répéter les mêmes erreurs, ils auraient décidé d'oublier, d'effacer leur technologie avancée, de retourner à un état plus simple, plus en harmonie avec leur nouvelle planète. Ils auraient démantelé leurs vaisseaux, détruit leurs archives, et se seraient réinventés en tant qu'enfants de la Terre. Le mythe de la chute
de l'expulsion du Jardin d'Éden prendrait alors un sens nouveau. L'Éden ne serait pas un jardin sur terre, mais leur planète d'origine. Et la chute ne serait pas un péché, mais un acte de sagesse, le renoncement volontaire à une puissance qui avait failli les détruire. Nous serions les descendants de ces survivants amnésiques. Notre technologie actuelle, notre course effrénée vers le progrès, ne serait qu'une lente et dangereuse tentative de nous souvenir, de retrouver le pouvoir que nos ancêtres avaient si sagement abandonné. Et le grand filtre serait toujours là, nous attendant, pour voir si nous avons appris la leçon. Alors, à quoi pourrait ressembler ce premier foyer, cette terre originelle? Laissons notre imagination la peindre, en nous basant sur les indices que nous avons glanés au cours de notre voyage. Ce ne serait probablement pas une copie conforme de notre Terre actuelle. Si elle tournait autour d'une naine rouge, comme dans le système Trappist-1, le monde serait baigné d'une lumière crépusculaire sous un ciel orangé. Si c'était une super-Terre, la gravité serait plus forte, le paysage plus doux, l'air plus dense. Les sons se propageraient différemment, peut-être plus loin, avec plus de résonance. Le silence de la nuit serait plus profond, plus lourd. Peut-être que cette planète avait 2 soleils, un soleil binaire. Les jours auraient des ombres doubles. Les levées et les couchers de soleil seraient des spectacles de lumière complexes et magnifiques. Il n'y aurait pas un cycle jour-nuit simple, mais un rythme plus complexe de lumière et d'obscurité. Notre obsession pour la dualité, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, pourrait être un lointain écho de cette danse céleste. Ou peut-être que notre planète mère n'avait pas de lune, ou en avait plusieurs petites. Imaginez des nuits sans la lumière blanche et froide de la lune, des nuits d'une noirceur absolue où la Voie lactée brillerait avec une clarté que nous ne pouvons plus imaginer. Notre peur primale du noir pourrait venir de là. Inversement, imaginez un ciel avec 3 ou 4 lunes, chacune avec sa propre phase, sa propre couleur. Les nuits ne seraient jamais vraiment sombres. La lumière lunaire serait une présence constante et changeante. Et la flore et la faune, elles auraient évolué pour s'adapter à ces conditions. Des forêts de cristal sur une planète riche en silicium. Des créatures bioluminescentes dans les océans sombres d'une lune glacée. Des plantes qui ne seraient pas vertes, mais pourpres, bleues ou noires. Lorsque nous rêvons de paysages étranges, de couleurs qui n'existent pas sur Terre, lorsque les artistes peignent des mondes fantastiques, ne puisons-nous pas, sans le savoir, dans une bibliothèque de souvenirs génétiques? L'archétype du monde perdu, de l'Atlantide, de Shangri-La, ne serait pas le souvenir d'une cité sur Terre, mais d'une planète entière. Une planète que nous avons perdue. En visualisant cette première Terre, nous ne faisons pas que rêver. Nous faisons un travail de deuil pour un monde que nous n'avons jamais connu. Et en même temps, nous commençons à voir notre propre Terre avec des yeux neufs. Nous réalisons que ces ciels bleus, sa lune unique, ces forêts vertes ne sont pas des choses allant de soi. Ce sont les caractéristiques spécifiques de notre foyer adoptif. Et cela le rend encore plus précieux. Revenons maintenant sur Terre, et même à l'intérieur de nous-mêmes, et si la preuve de notre origine extraterrestre n'était pas dans les étoiles, mais dans notre propre sang, dans la spirale de notre ADN, l'acide désoxyribonucléique
l'ADN, est la molécule qui porte le plan de construction de chaque être vivant sur notre planète. C'est un langage, un code, avec seulement 4 lettres, A, T, C et G. La séquence de ces lettres détermine si vous êtes une bactérie, un chêne ou un être humain. L'intégralité du génome humain contient environ 3 milliards de paires de ces lettres. C'est une quantité d'informations stupéfiante. La grande majorité de cette ADN, plus de 98%, est ce que l'on a longtemps appelé l'ADN, poubelle, car il ne semble pas codé pour des protéines. On découvre aujourd'hui que cet ADN a des fonctions régulatrices complexes, mais il reste une grande part de mystère. Et si, dans cette immensité de codes non codants, un message avait été caché? Un message de nos créateurs ou de nos ancêtres? Une signature. C'est une idée popularisée par le scientifique Carl Sagan dans son roman Contact. Le message ne serait pas écrit en français ou en anglais, bien sûr, mais dans un langage universel, les mathématiques. Peut-être une séquence de nombres premiers, ou la valeur de pi, ou une représentation de la structure de l'ADN lui-même, une sorte de message auto-référentiel. Un tel message serait incroyablement stable. Contrairement à une structure physique, il se copierait et se transmettrait de génération en génération. Même avec des mutations, sa structure mathématique sous-jacente pourrait rester reconnaissable. Il serait là, en nous, depuis le début, attendant que nous développions une technologie assez avancée pour lire notre propre code génétique et le comprendre. Imaginez ce moment. Une équipe de généticiens, analysant des séquences d'ADN, qui découvre soudain une régularité, un motif qui ne peut pas être le fruit du hasard de l'évolution. Un motif qui dit, en substance, nous étions là, bienvenue dans l'univers. Ce serait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Elle ne viendrait pas d'un télescope, mais d'un microscope. Elle ne nous dirait pas où aller, mais d'où nous venons. Elle confirmerait que nous ne sommes pas un accident de la chimie terrestre, mais le fruit d'une intention, d'un projet. Pour l'instant, c'est de la pure spéculation. Aucun message de ce type n'a été trouvé, mais l'idée reste, flottant dans le domaine du possible. Elle nous invite à nous voir, non pas comme de simples animaux, mais comme des archives vivantes. Chaque cellule de notre corps pourrait contenir la clé de notre plus grand mystère. Et le sommeil, ce moment où notre corps se répare et se régénère, serait le travail silencieux du gardien de la bibliothèque, s'assurant que le livre est prêt à être lu. Au-delà de la biologie, il y a une autre archive potentielle de notre passé cosmique, notre esprit. Le psychologue Carl Jung a développé le concept d'inconscient collectif. C'est une sorte de mémoire partagée de l'humanité, héritée de nos ancêtres, qui s'exprime à travers des symboles universels, des archétypes que l'on retrouve dans les mythes, les rêves et les religions de toutes les cultures du monde. Le sage vieillard, la mère nourricière, le héros, l'ombre. Ces personnages peuplent nos histoires depuis la nuit des temps. Et si cet inconscient collectif était encore plus profond, encore plus ancien que notre histoire sur Terre, et s'il contenait des échos de notre foyer originel? Pensez au mythe de la création. Dans d'innombrables cultures, les premiers humains ne sont pas nés de la terre, mais sont descendus du ciel.
Les dieux sont des êtres venus des étoiles. La tribu Dogon du Mali, par exemple, possède des connaissances astronomiques sur le système de Sirius qui semblent inexplicablement précises pour une culture sans télescope. Ils parlent d'êtres amphibiens, les Nomos, venus de Sirius pour leur apporter la civilisation. Les textes védiques de l'Inde ancienne décrivent des machines volantes, les Vimana, et des guerres qui ressemblent étrangement à des conflits nucléaires. Les mythes du monde entier parlent d'un âge d'or, d'un paradis perdu, d'une époque où les humains vivaient en harmonie avec les dieux, avant une grande catastrophe, un déluge, une chute qui les a amenés à leur condition actuelle. Bien sûr, on peut interpréter ces mythes de manière psychologique ou sociologique. Mais pour notre rêverie de ce soir, nous pouvons les lire littéralement. Le ciel, dont parlent les mythes, n'est pas une métaphore du divin, mais l'espace. Les dieux ne sont pas des entités surnaturelles, mais nos ancêtres, des êtres technologiquement avancés. L'âge d'or est la vie sur notre planète d'origine, et la chute est le traumatisme de l'exode et de la perte de ce monde. Nos mythes seraient alors des fragments de mémoire, déformés et embellis par des milliers de générations de narrations orales, mais contenant un noyau de vérité historique. Notre fascination pour les histoires de super-héros, ces êtres au pouvoir extraordinaire, venus d'autres mondes pour nous protéger, ne serait qu'une version moderne de ces anciens mythes, un désir profond de retrouver nos parents cosmiques, de croire qu'ils veillent encore sur nous. Nos rêves de voler, si communs, ne seraient pas seulement un désir de liberté, mais un souvenir génétique de l'époque où nous, où nos ancêtres, pouvions voyager entre les mondes. Nos légendes ne sont peut-être pas que des histoires pour enfants. Elles sont peut-être les seuls souvenirs qui nous restent de la maison. Regardons maintenant le chemin de notre propre évolution. Selon la science, l'Homo sapiens est apparu assez soudainement sur l'échelle de temps géologique. Pendant des millions d'années, nos ancêtres hominidés ont évolué très lentement. Puis, en quelques centaines de milliers d'années seulement, il y a eu une explosion. La taille de notre cerveau a triplé. Le langage complexe est apparu. L'art, la culture, la technologie ont émergé. C'est ce que l'on appelle parfois le grand bond en avant. Les scientifiques l'expliquent par une combinaison de facteurs. Des changements climatiques, de nouveaux régimes alimentaires, la pression sociale. Mais certains trouvent cette transition trop rapide, trop radicale, pour être expliquée uniquement par des processus darwiniens classiques. C'est là que l'hypothèse de l'intervention extérieure trouve un terrain fertile. Et si cette accélération n'était pas entièrement naturelle? Et si nos ancêtres, les premiers Homo sapiens, n'étaient pas une simple évolution des hominidés locaux, mais le résultat d'une hybridation, le résultat d'un croisement entre les primates terrestres et des voyageurs venus d'ailleurs? Dans ce scénario, nos ancêtres cosmiques, arrivant sur Terre, auraient trouvé une planète pleine de vie, mais sans intelligence consciente. Ils auraient peut-être vu dans les primates locaux un potentiel. Au lieu de coloniser la planète, ils auraient décidé de l'ensemencer, d'élever une espèce locale. Par génie génétique, ils auraient modifié l'ADN des hominidés, accélérant leur évolution, leur donnant le don de la conscience et de l'intelligence. Ils auraient été nos Prométhées
nous apportant le feu de la connaissance. Puis, leur travail accompli, ils seraient repartis ou se seraient intégrés discrètement, nous laissant évoluer par nous-mêmes. Cette idée est au cœur de nombreux récits de science-fiction, comme le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Elle est troublante, car elle nous retire notre statut d'êtres autocréés. Nous serions un projet, une expérience, mais elle est aussi pleine d'un certain espoir. Elle signifierait que nous ne sommes pas seuls et que quelqu'un, quelque part, a cru en notre potentiel. Le fameux chaînon manquant dans les archives fossiles, ce moment de transition que nous avons du mal à cerner, ne serait pas un maillon manquant dans une chaîne, mais le point de soudure entre deux chaînes d'origines différentes. Notre nature duale, notre conscience qui se sent souvent à l'étroit dans notre corps animal, notre aspiration au spirituel et notre ancrage dans le matériel, tout cela pourrait être le reflet de cette double ascendance. Nous aurions en nous la terre et les étoiles. Le sommeil serait peut-être le seul moment où ces deux parties de nous-mêmes cessent de se battre et se réconcilient dans le silence du rêve. Parsemés à travers le monde, il y a des objets et des sites qui semblent défier toute explication logique, compte tenu de la technologie que l'on prête aux anciennes cultures. On les appelle les OOPARTs, pour Out of Place Artifact, ou artefacts hors de leur place. Ce sont des anomalies, des énigmes qui nourrissent les théories les plus folles. Prenons les lignes de Nazca au Pérou, des géoglyphes immenses dessinant des animaux et des formes géométriques qui ne sont visibles dans leur intégralité que depuis le ciel. Pourquoi une culture sans aviation aurait-elle créé des œuvres pour des spectateurs aériens? Ou le mécanisme d'Anticythère, une sorte d'ordinateur astronomique d'une complexité ahurissante, retrouvé dans une épave de la Grèce antique, et dont la technologie semble avoir des siècles d'avance sur son temps. Ou encore les constructions mégalithiques comme Stonehenge en Angleterre, ou Pumapunku en Bolivie, où des blocs de pierre de plusieurs tonnes sont taillés et assemblés avec une précision qui mettrait au défi nos machines modernes. L'explication conventionnelle est que nous sous-estimons grandement l'ingéniosité et les connaissances de nos ancêtres. Et c'est très probablement vrai. Mais dans le cadre de notre conférence pour s'endormir, nous pouvons nous permettre d'explorer une autre voie. Et si ces artefacts n'étaient pas des créations entièrement humaines, et s'ils étaient les vestiges d'une technologie apportée par nos ancêtres, venus des étoiles, peut-être que les premiers colons sur Terre possédaient encore des outils, des machines, des connaissances issues de leur monde d'origine. Ils auraient pu les utiliser pour construire ces premières structures, peut-être comme des balises, des observatoires ou des monuments commémoratifs de leur arrivée. Les lignes de Nazca auraient pu être des pistes d'atterrissage. Stonehenge, un calculateur cosmique pour rester synchronisé avec leur système solaire natal. Avec le temps, la technologie se serait perdue. Les machines seraient tombées en panne. Il ne serait resté que le savoir-faire rituel. Les générations suivantes auraient continué à construire des structures similaires, mais avec des moyens plus primitifs, en imitant les œuvres des dieux, sans en comprendre la fonction originelle. Les OOPARTs ne seraient donc pas la preuve d'une technologie avancée développée sur Terre,
mais les derniers échos, les derniers souvenirs matériels d'une technologie importée. Ils seraient comme des outils modernes trouvés dans un site archéologique du néolithique. Des anomalies qui nous rappellent que l'histoire n'est peut-être pas la ligne droite et simple que nous imaginons. Ces objets ne sont pas des preuves, ce sont des points d'interrogation gravés dans la pierre. Et ce soir, nous n'avons pas besoin de réponse. Nous pouvons simplement nous laisser flotter dans le mystère et sentir le vertige du temps face à ces œuvres qui nous murmurent que nous ne savons pas tout. Pourquoi levons-nous les yeux vers le ciel nocturne? Qu'est-ce qui, depuis la nuit des temps, pousse les humains à regarder ces points de lumière lointains avec un mélange de crainte, d'émerveillement et de nostalgie? Chaque culture a cartographié les étoiles, leur a donné des noms, a inventé des histoires sur elles. Nous y cherchons notre chemin, notre avenir, notre place dans le cosmos. Cette fascination est si profonde, si universelle, qu'on peut se demander si elle est simplement culturelle. Et si c'était quelque chose de plus, quelque chose d'inné, d'instinctif? Et si notre amour pour les étoiles était une forme de mal du pays, un souvenir génétique, une mémoire inscrite dans notre inconscient collectif, de l'époque où le ciel n'était pas une limite, mais une route, le souvenir d'une maison perdue, quelque part dans cette immensité scintillante. Quand un enfant regarde les étoiles pour la première fois, il n'y voit pas des boules de gaz en fusion à des millions d'années-lumière. Il y voit de la magie, de la beauté, une promesse. Peut-être que cet émerveillement est la réactivation d'un programme ancien. Le même sentiment qu'éprouveraient des descendants de marins en voyant l'océan pour la première fois. Un appel inexplicable vers le large. Notre science, l'astronomie, l'astrophysique ne serait que la version adulte et rationalisée de cet appel primitif. Nous construisons des télescopes de plus en plus puissants, non seulement pour comprendre l'univers, mais pour chercher quelque chose, pour chercher une réponse à une question que nous ne formulons même pas consciemment. Nous cherchons un visage familier dans la foule cosmique. Chaque exoplanète que nous découvrons, chaque galaxie que nous photographions, c'est un pas de plus dans ce pèlerinage de la mémoire. Cette idée donne un sens poétique à l'exploration spatiale. Nous ne cherchons pas à conquérir l'espace. Nous cherchons à nous souvenir de nous-mêmes. L'astronaute qui flotte en orbite et regarde la Terre n'est peut-être pas en train de regarder son foyer. Il est peut-être en train de regarder la destination finale d'un long voyage. Et en se retournant, en regardant le vide noir parsemé d'étoiles, il ressent le vertige de la distance qui le sépare de son point de départ. Ce soir, en vous endormant, ne pensez pas aux étoiles comme à des objets froids et lointains. Pensez-y comme à des phares, des lumières sur la côte d'un continent que vous avez quitté il y a très, très longtemps. Et laissez le sentiment de nostalgie qui peut en découler vous bercer, comme le doux ressac d'un océan cosmique sur les rivages de votre conscience. Il y a une autre caractéristique étrange de notre univers qui pourrait être un indice. C'est sa nature profondément mathématique. Les lois de la physique, de la chimie, tout ce qui régit le cosmos peuvent être décrites avec une précision extraordinaire
par des équations mathématiques. C'est ce que le physicien Eugen Wigner appelait la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles. Pourquoi l'univers est-il si ordonné, si logique, si compréhensible par notre esprit? Pourquoi notre cerveau, qui a évolué dans la savane africaine pour chasser et cueillir, est-il capable de comprendre la mécanique quantique ou la relativité générale? Certains y voient la preuve d'un grand architecte, d'une intelligence divine qui a conçu l'univers. Mais il y a une autre possibilité, plus proche de notre thème. Et si l'univers nous semble mathématique, parce que nous avons été, d'une certaine manière, programmés pour le comprendre, si nos ancêtres venaient d'une civilisation technologiquement très avancée, ils auraient eu une compréhension profonde des lois de l'univers. Ils auraient vécu et respiré les mathématiques et la physique. Cette affinité pour la logique, pour la reconnaissance des motifs, pour la compréhension des structures abstraites, aurait été un avantage évolutif crucial pour eux. Et ils nous l'auraient transmise. Notre capacité à faire des mathématiques ne serait pas un heureux accident de l'évolution. Ce serait un héritage, un outil que nos ancêtres nous ont légué, sachant qu'il serait essentiel pour que nous puissions un jour comprendre notre véritable nature et, peut-être, les retrouver. Le langage de l'univers serait notre langue maternelle, une langue que nous avons oubliée mais dont la grammaire est toujours enfouie au plus profond de notre esprit. C'est pour cela que la découverte d'une loi physique ou d'une vérité mathématique procure un tel sentiment de satisfaction, de justesse. Ce n'est pas une invention, c'est une redécouverte. C'est un souvenir qui remonte à la surface. Le fameux Eureka d'Archimède ne serait pas le cri d'une nouvelle idée, mais le soupir de soulagement d'une vieille mémoire qui retrouve sa place. Pensez à la musique, les harmonies, les rythmes, les structures musicales sont basées sur des rapports mathématiques simples. Pourquoi trouvons-nous cela beau? Peut-être parce que la musique est la chose qui se rapproche le plus du langage des étoiles. C'est une tentative de recréer avec des sons l'ordre et la beauté que nos ancêtres voyaient dans les équations qui décrivent le cosmos. Alors que la musique de votre propre respiration vous emmène vers le sommeil, imaginez que chaque inspiration et chaque expiration est une partie d'une équation plus vaste, une équation qui relie votre petit être à la danse silencieuse et mathématique des galaxies. Avez-vous déjà ressenti une forme de mélancolie sans raison apparente? Une sorte de nostalgie pour un lieu où vous n'êtes jamais allé, pour une époque que vous n'avez jamais vécue? Les Portugais ont un mot pour cela, saudade. C'est un sentiment de manque, une douce tristesse pour quelque chose ou quelqu'un qui est absent. C'est une émotion universelle. Et si cette saudade collective de l'humanité, ce sentiment diffus de ne pas être tout à fait à sa place, de ne pas être complet, était un symptôme de notre condition d'exilé, le souvenir fantôme d'un monde que nous avons perdu. Nous passons notre vie à chercher un chez-soi. Nous le cherchons dans une maison, dans une relation, dans une carrière, dans une foi. Mais peut-être que ce que nous cherchons n'est pas sur cette planète. Peut-être que nous essayons de recréer ici le sentiment de plénitude que nos ancêtres ont ressenti sur leur véritable planète d'origine.
notre insatisfaction chronique, notre quête incessante de plus, notre sentiment que quelque chose manque toujours, ne seraient-ils pas des défauts de notre psychologie, mais la conséquence logique d'avoir été déracinés? Nous sommes comme des plantes qui ont été transplantées dans un sol qui n'est pas tout à fait le leur. Nous pouvons y pousser, nous pouvons même y fleurir, mais une partie de nous sait que nos racines appartiennent à une autre terre. Ce sentiment d'aliénation peut être une source de souffrance, mais il peut aussi être une source d'empathie et de créativité. C'est peut-être parce que nous nous sentons étrangers que nous sommes capables de créer de l'art, de la musique, de la poésie. Ce sont des tentatives de construire un pont entre le monde où nous sommes et le monde dont nous rêvons. L'art est une carte dessinée de mémoire d'un pays oublié. Cette hypothèse donne aussi une nouvelle perspective sur nos relations avec les autres animaux et avec la planète elle-même. Si nous sommes les immigrants, alors les autres espèces sont les natifs. Nous sommes les invités. Et peut-être que notre comportement souvent destructeur envers notre environnement vient de ce manque d'enracinement, de ce sentiment de ne pas vraiment appartenir à cet endroit. Apprendre à aimer la terre, à en prendre soin, serait alors le processus d'adaptation ultime, le moment où l'exilé décide enfin de faire de sa terre d'accueil sa véritable maison. Alors que vous vous laissez glisser dans le sommeil, accueillez ce sentiment de saudade. Ne le combattez pas. Laissez-le être le murmure d'une berceuse lointaine. Chantez dans une langue que vous ne comprenez pas, mais que votre cœur reconnaît. La chanson d'une maison qui vous attend, peut-être pas dans l'espace, mais dans la paix de l'acceptation. Les rêves. Chaque nuit, nous plongeons dans un monde où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Nous pouvons voler, respirer sous l'eau, voyager instantanément d'un lieu à un autre. Nous y rencontrons des personnes décédées, des créatures fantastiques. Nous visitons des cités et des paysages qui n'existent pas. La science moderne voit les rêves comme un processus de consolidation de la mémoire, de régulation émotionnelle, un simple sous-produit de l'activité neuronale. Mais les cultures anciennes ont toujours considéré les rêves comme quelque chose de plus, une porte vers un autre monde, un moyen de communiquer avec les esprits ou les dieux, une source de prophétie et de sagesse. Et si les deux avaient raison, et si nos rêves étaient à la fois un processus neurologique et une fenêtre sur une mémoire plus profonde? Et si, lorsque notre conscience rationnelle s'endort, notre inconscient collectif, cette archive de notre passé cosmique, avait une chance de s'exprimer? Les rêves récurrents de voler, par exemple, ne sont-ils pas étranges pour une espèce de primate terrestre qui n'a jamais eu d'aile? Bien sûr, on peut l'interpréter comme un désir de liberté, d'échapper aux contraintes, mais on peut aussi le voir comme un souvenir, l'écho d'une époque où nos ancêtres voyageaient dans des vaisseaux, ou peut-être même où ils venaient d'un monde à faible gravité, où le vol était plus facile. Les paysages étranges et surréalistes de nos rêves, avec leur ciel de couleurs impossibles, leurs soleils multiples, leurs architectures défiant la gravité, ne seraient-ils pas des reconstructions fragmentaires de notre monde d'origine? Notre cerveau, la nuit, essaierait de rassembler les pièces d'un puzzle mémoriel dont il ne comprend pas l'image finale.
les aliens que certaines personnes rapportent voir dans leurs rêves ou leurs expériences de paralysie du sommeil, avec leurs grands yeux noirs et leur apparence non humaine, ne seraient-ils pas des représentations archétypales de nos ancêtres, déformés par le temps et la peur, des souvenirs de nos dieux créateurs? Dans cette optique, s'endormir n'est pas seulement un repos, c'est un acte d'archéologie intérieure. Chaque nuit, nous creusons dans les strates de notre propre esprit, à la recherche de vestiges d'un passé oublié. La plupart du temps, nous ne trouvons que des fragments sans signification. Mais parfois, nous tombons sur quelque chose, une image, un sentiment, une histoire, qui résonne avec une vérité profonde. Le rêve de cette nuit est une invitation. Ne cherchez pas à interpréter vos rêves avec la logique du jour. Laissez-les simplement être. Laissez les images et les sensations vous traverser. Vous êtes un explorateur naviguant sur l'océan de la mémoire. Et peut-être que cette nuit, vous apercevrez au loin le rivage d'une terre oubliée. Dans de nombreuses mythologies à travers le monde, on retrouve l'image de l'arbre du monde ou de l'arbre de vie. Yggdrasil dans la mythologie nordique, l'arbre de la connaissance dans la Bible, le Ceiba des Mayas. C'est un arbre immense dont les racines plongent dans le monde souterrain et dont les branches soutiennent les cieux. Il relie tous les royaumes de l'existence. C'est un symbole puissant d'unité, de connexion et de généalogie. Et si cet archétype universel était une métaphore pour quelque chose de bien réel, une métaphore de notre arbre généalogique cosmique, imaginez cet arbre. Ses racines ne sont pas dans la Terre, mais sur notre planète d'origine, quelque part, loin dans la galaxie. Le tronc est le long voyage interstellaire, cette arche de génération ou ce vaisseau d'hibernation qui a transporté la graine de notre espèce à travers le vide. Et les branches, ce sont toutes les ramifications de l'humanité qui se sont développées sur la Terre. Chaque culture, chaque nation, chaque famille serait une petite brindille sur une branche de ce grand arbre. Cette image change complètement notre perception de nous-mêmes et des autres. Les différences entre les peuples, les couleurs de peau, les langues, les cultures, ne sont que des variations dans le feuillage. Mais nous partageons tous le même tronc, les mêmes racines. Nous venons tous du même endroit. Notre obsession pour les arbres généalogiques, pour la recherche de nos ancêtres, serait alors l'expression d'un désir plus profond. Le désir de remonter le long de notre branche, de retrouver le tronc, et peut-être un jour de comprendre d'où viennent les racines. L'arbre de vie n'est pas seulement un symbole de notre passé, mais aussi de notre avenir. En explorant l'espace, en cherchant à nous établir sur d'autres planètes, comme Mars, nous ne faisons que continuer le processus. Nous créons de nouvelles branches. L'humanité est destinée à être un arbre qui pousse dans la galaxie. Chaque planète étant un nouveau sol pour une nouvelle branche. Cette perspective est à la fois grandiose et apaisante. Elle nous donne un sens, une direction. Nous sommes les gardiens de cet arbre. Notre mission est de le maintenir en vie, de l'aider à grandir, à s'étendre. Chaque acte de création, chaque découverte scientifique, chaque geste de compassion est une nouvelle feuille qui pousse sur l'arbre. En vous endormant, visualisez cet arbre immense. Sentez-vous comme une feuille
sur l'une de ses branches. Sentez la sève qui monte des racines lointaines, qui traverse le tronc du temps et de l'espace et qui vous nourrit. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un tout, d'un organisme magnifique et ancien, dont le but est simplement de grandir vers la lumière des étoiles. Notre planète Terre, notre foyer adoptif, n'est pas un monde statique et paisible. C'est un endroit de changement violent et de cycles de destruction et de renaissance. Des âges glaciaires qui recouvrent les continents de glace, des supervolcans qui obscurcissent le ciel pendant des décennies, des impacts d'astéroïdes qui provoquent des extinctions de masse, comme celle qui a mis fin au règne des dinosaures. La vie sur Terre est une histoire de résilience, une capacité à survivre aux catastrophes et à repartir de plus belle. Et si ce cycle n'avait pas commencé sur Terre? Et si c'était un schéma que la vie, ou que nos ancêtres, connaissaient déjà? Imaginez notre civilisation mère sur sa planète d'origine. Peut-être qu'elle aussi a dû faire face à des catastrophes naturelles. Peut-être que son soleil était instable, émettant des éruptions solaires mortelles. Peut-être que son système solaire était situé dans une région dangereuse de la galaxie, avec des passages fréquents de comètes et d'astéroïdes. La survie, pour eux, aurait dépendu de leur capacité à anticiper ces cycles et à s'y préparer. Leur science, leur culture, leur spiritualité auraient été entièrement tournées vers cette idée de cycle, de mort et de renaissance. Ils auraient su que leur monde n'était pas éternel, et ils auraient peut-être planifié leur exode vers la Terre, non pas comme une fuite de dernière minute, mais comme une étape naturelle de leur cycle de survie. Ils auraient su que leur planète d'origine allait devenir inhabitable, et ils auraient envoyé une arche vers un nouveau monde pour préserver la vie, avec l'intention que la vie puisse un jour retourner chez elle, une fois le danger passé. Dans cette vision, nous ne sommes pas des réfugiés, mais des archivistes. Nous sommes le plan de sauvegarde. L'humanité et toute la biosphère terrestre seraient une copie de la vie d'un autre monde, stockée sur un disque dur, planétaire sûr, en attendant d'être restaurée. Nos propres mythes de fin du monde, l'apocalypse, le Ragnarök, ne seraient pas des prophéties de notre propre destruction, mais des souvenirs déformés de la destruction de notre ancien monde, et notre espoir d'un paradis, d'une vie après la mort, d'une résurrection, serait le souvenir de la promesse que la vie continuerait ailleurs. Cette idée nous place dans une position de grande responsabilité. Nous sommes les gardiens de cette archive, mais elle est aussi source de réconfort. Elle suggère que la fin n'est jamais vraiment la fin. C'est juste la fin d'un chapitre. La vie est plus tenace que les planètes. La conscience est plus durable que les soleils. Elle nous apprend à voir les crises et les défis de notre propre époque, non pas comme des menaces d'extinction, mais comme des tests, des étapes dans un long cycle que nos ancêtres ont déjà traversé. Et si eux ont réussi, nous le pouvons aussi. Maintenant que nous avons exploré les mondes extérieurs et les mondes intérieurs, entrons dans le dernier chapitre de notre voyage, le chapitre philosophique. Que signifierait, pour nous, en tant qu'individus et en tant qu'espèce, de découvrir que nous ne sommes pas originaires de la Terre,
Comment cela changerait-il notre identité? D'abord, cela redéfinirait notre relation avec le mot humain. Actuellement, humain est synonyme de terrien. Notre identité est inextricablement liée à cette planète. Si nous apprenions que nos racines sont ailleurs, nous devrions nous voir différemment. Nous serions des humains, mais pas des terriens, au sens originel. Nous serions des humains de la Terre, une branche d'une famille plus large. Le mot extraterrestre perdrait son sens de autre. Nous serions nous-mêmes les extraterrestres. Cette prise de conscience pourrait avoir un effet unificateur incroyablement puissant. Toutes les divisions qui nous séparent, nationalité, ethnie, religion, deviendraient soudainement secondaires, voire insignifiantes, face à une origine commune, aussi profonde et aussi lointaine. Comment pourrions-nous encore nous quereller pour des frontières ou des dogmes? Nous réaliserions que nous sommes tous dans le même bateau, non pas depuis quelques millénaires, mais depuis des éons. Nous sommes tous les descendants d'un même petit groupe de survivants ou d'une même graine de vie. La famille humaine s'étendrait au-delà des liens de sang pour devenir une famille de destin. Notre sentiment de solitude dans l'univers s'évaporerait. Nous ne serions peut-être pas en contact avec d'autres civilisations, mais nous saurions que nous ne sommes pas un accident unique. Nous faisons partie d'un processus plus vaste. Notre existence a un précédent. Cela pourrait aussi nous donner un nouveau sens du but. Si nous sommes les descendants de voyageurs stellaires, alors peut-être que notre destinée est de continuer le voyage. L'exploration spatiale ne serait plus un luxe ou une curiosité scientifique, mais un devoir, un impératif existentiel. C'est notre héritage. Nous devrions retourner vers les étoiles, non pas par arrogance, mais par fidélité à ceux qui nous ont amenés ici. Bien sûr, cette découverte pourrait aussi être déstabilisante. Elle pourrait ébranler les fondements de nombreuses croyances et structures de pouvoir. Mais comme toute vérité profonde, une fois le choc initial passé, elle nous laisserait plus sages, plus humbles et plus unis. C'est une pensée à laisser mûrir pendant que vous dormez. Imaginez un monde où chaque être humain que vous croisez partage avec vous non seulement un ancêtre commun primate, mais un ancêtre commun qui a regardé un autre soleil dans un autre ciel. Cette nouvelle identité d'immigrant cosmique transformerait aussi notre relation avec la planète Terre elle-même. Pour l'instant, nous l'appelons Mère Nature, notre planète mère. C'est une image puissante, mais qui implique aussi les droits et l'insouciance d'un enfant envers sa mère. On prend pour acquis qu'elle sera toujours là pour nous nourrir et pardonner nos erreurs. Mais si la Terre n'était pas notre mère biologique, si elle était notre mère adoptive, une mère adoptive qui nous a accueillis alors que nous étions des orphelins, qui nous a offert un refuge, qui nous a nourris et nous a permis de grandir. Cela change tout. On ne traite pas une mère adoptive de la même manière qu'une mère biologique. Il y a un sentiment de gratitude, de dette, de responsabilité encore plus grand. On sait qu'on a été choisi, qu'on nous a donné une seconde chance. On ne peut pas prendre son amour pour acquis. Notre relation avec la Terre passerait de l'inné à l'acquis, de l'instinctif au conscient. Nous devrions choisir d'aimer et de protéger cette planète,
non pas parce qu'elle est notre droit de naissance, mais parce que c'est notre devoir en tant qu'invité reconnaissant. L'écologie prendrait une dimension quasi spirituelle. Prendre soin de la Terre ne serait pas seulement une question de survie, mais une façon de dire merci. Chaque arbre planté, chaque rivière nettoyée, chaque espèce sauvée serait une offrande à la planète qui nous a sauvés. Nous cesserions de nous voir comme les maîtres de la nature et nous commencerions à nous voir comme ses gardiens. Nous comprendrions que nous ne sommes pas chez nous, dans le sens où tout nous appartient. Nous sommes chez nous, dans le sens où nous avons enfin trouvé un endroit où poser nos valaises après un long et périlleux voyage. Et on ne détruit pas la maison qui vous a offert l'asile. Cette vision a le pouvoir de guérir notre relation brisée avec l'environnement. Elle nous donne une raison plus profonde, plus émotionnelle, de changer nos comportements. Nous ne le ferions plus par peur des conséquences, mais par amour et par respect pour notre sauveuse silencieuse. Alors que vous sentez le support de votre lit, le contact des draps, imaginez que c'est la planète elle-même qui vous soutient. Imaginez que vous êtes un enfant fatigué, enfin arrivé à la maison après une longue errance dans le froid et l'obscurité, et que cette planète vous a ouvert ses bras et vous a dit « Repose-toi maintenant, tu es en sécurité » et laissez ce sentiment de gratitude vous remplir et vous apaiser. Comme nous l'avons évoqué, la découverte d'une origine commune extraterrestre pourrait unifier l'humanité. Mais allons plus loin dans cette pensée. Elle ne créerait pas seulement une nouvelle tribu, la tribu humaine. Elle ferait de nous une seule et même tribu, d'une manière que nous n'avons jamais expérimentée. Pensez à l'histoire humaine. Elle est une succession de formations et de dissolutions de tribus. Tribus familiales, clans, cités-États, nations, empires. Nous avons toujours eu besoin de nous définir par opposition à un autre. Nous sommes définis par le fait que nous ne sommes pas eux. Cette mentalité est à l'origine de la plupart des conflits et des souffrances de notre histoire. Mais si nous apprenions que nous venons tous d'ailleurs, qui serait l'autre? Il n'y en aurait plus. Ou plutôt, le seul autre serait l'immensité silencieuse de l'univers lui-même. Notre identité ne se construirait plus contre notre voisin, mais avec lui, face au grand mystère du cosmos. Le concept de race deviendrait une absurdité évidente. Comment pourrions-nous accorder de l'importance à de légères variations de mélanine dans la peau, quand nous savons que nous partageons tous les mêmes ancêtres qui ont traversé le vide interstellaire? Le racisme ne serait pas seulement moralement répréhensible, il serait factuellement ridicule. Le nationalisme aussi perdrait beaucoup de son sens. Les frontières tracées sur les cartes ne sont que des lignes imaginaires sur la surface de notre planète d'accueil. Comment pourrait-elle avoir plus d'importance que notre histoire commune de plusieurs millions d'années? Nous commencerions à nous voir non pas comme des Américains, des Chinois ou des Nigérians, mais comme l'équipage d'un même vaisseau spatial, le vaisseau Terre. Et quand on est l'équipage d'un vaisseau, on ne se bat pas les uns contre les autres. On collabore pour s'assurer que le vaisseau arrive à bon port. Cette idée pourrait sembler utopique, mais les plus grands changements dans l'histoire de la conscience humaine
sont toujours partie d'une nouvelle histoire, d'un nouveau récit sur qui nous sommes. L'histoire de notre origine cosmique pourrait être le récit dont nous avons désespérément besoin pour survivre à notre adolescence technologique. C'est une histoire qui ne nie pas nos différences, mais qui les place dans un contexte plus large, qui les rend belles et précieuses, comme les différents motifs sur une tapisserie tissée avec le même fil. Ce soir, en vous endormant, imaginez que toutes les barrières entre vous et les autres s'estompent. Imaginez que la conscience de chaque être humain sur la planète est connectée à la vôtre par ce fil invisible de l'origine commune. Sentez la paix qui vient de cette unité. Il n'y a plus eux, il n'y a que nous. Une seule famille, perdue et retrouvée sur une petite planète bleue au bord d'une galaxie ordinaire. Et la solitude, ce sentiment d'être un point minuscule et insignifiant dans un univers vaste, froid et indifférent, c'est une source d'angoisse existentielle pour beaucoup. La science moderne, en nous montrant l'immensité de l'espace et du temps, a pu amplifier ce sentiment. Mais notre hypothèse change radicalement la nature de cette solitude. Si nous sommes les descendants d'une civilisation antérieure, alors l'univers n'est pas indifférent. Il a déjà abrité la conscience. Il a déjà été le théâtre d'une histoire intelligente. Nous ne sommes pas les premiers à nous poser ces questions, à regarder les étoiles avec interrogation. Nous marchons dans les pas de nos ancêtres. L'univers n'est plus une maison vide. C'est une maison de famille où nous sommes arrivés après que tout le monde soit parti. C'est une solitude différente. Ce n'est plus la solitude de l'orphelin qui n'a jamais connu ses parents. C'est la solitude de l'adulte qui retourne dans sa maison d'enfance et la trouve vide, remplie de souvenirs et de fantômes. C'est une solitude empreinte de mélancolie, mais aussi de connexion. Chaque étoile que nous regardons pourrait être celle autour de laquelle tournait notre monde d'origine. Chaque loi de la physique que nous découvrons est une loi que nos ancêtres connaissaient peut-être déjà. Nous ne sommes pas seuls, parce que nous portons en nous l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Leur mémoire est dans notre ADN, dans nos mythes, dans notre soif de connaissance. Nous sommes leur message dans une bouteille jetée dans l'océan du temps. Et même si nous ne les rencontrons jamais, nous sommes liés à eux. Cette idée peut aussi nous aider à faire face à notre propre mortalité. Si nous faisons partie d'une histoire si longue, notre petite vie individuelle prend un sens nouveau. Nous ne sommes pas une étincelle qui jaillit et s'éteint dans le néant. Nous sommes un maillon dans une chaîne de conscience qui s'étend sur des éons. Nous recevons le flambeau de nos ancêtres et notre devoir est de le porter un peu plus loin avant de le transmettre à nos descendants. Notre vie a un but qui nous dépasse. Participer à cette grande saga de la conscience. La solitude se transforme alors en solitude, un état d'être seul, mais pas isolé, un état de connexion profonde avec le passé et l'avenir, avec le cosmos tout entier. C'est la solitude du gardien de phare qui sait que, même s'il est seul dans sa tour, sa lumière est un guide pour d'autres et qu'il fait partie d'un réseau de lumière qui protège les voyageurs de l'obscurité. Alors que l'obscurité du sommeil vous enveloppe, ne la craignez pas. C'est dans ce silence et cette solitude que vous pouvez le mieux sentir le lien
qui vous unit à tout ce qui a été et à tout ce qui sera. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons dérivé sur les océans du temps profond, visité des mondes perdus et exploré les recoins de notre propre mémoire collective. Nous avons vu comment la Terre, notre mère, pourrait en fait être notre mère adoptive, nous accueillant après un long exode des étoiles. Nous avons imaginé que nos mythes, nos rêves, et même notre ADN pourraient être les archives cryptées d'une histoire oubliée, que notre fascination pour le ciel n'est qu'un mal du pays, la nostalgie d'un foyer perdu. Ce n'est, bien sûr, qu'une histoire, une rêverie construite pour apaiser l'esprit et ouvrir les portes du sommeil. Il n'y a aucune preuve de tout cela, mais la puissance de cette idée ne réside pas dans sa véracité, mais dans sa capacité à changer notre perspective. Elle nous invite à l'humilité, en nous rappelant que nous ne sommes peut-être pas le centre de l'univers. Elle nous invite à l'unité, en faisant de nous tous les membres d'une seule et même famille d'exilés. Et elle nous invite à la responsabilité, en faisant de la terre non pas notre propriété, mais notre refuge le plus précieux. Peut-être que le but de notre existence n'est pas de trouver des réponses définitives, mais de continuer à poser les bonnes questions et de vivre d'une manière qui honore la beauté et le mystère de notre présence ici. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. J'espère qu'il vous a apporté un peu de paix et d'émerveillement. Si vous avez apprécié cette conférence pour vous endormir, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner pour d'autres voyages et à partager vos pensées dans les commentaires. La question que je vous laisse pour la nuit est la suivante. Si vous pouviez poser une seule question à ces ancêtres cosmiques, quelle serait-elle? Laissez votre réponse flotter dans vos rêves, tous nuits, et que vos songes soient peuplés d'étoiles familières